Dirty Harry pose la question en 1971 et cette réplique s'est gravée à jamais dans l'histoire du cinéma. Mais derrière le regard d'acier de Clint Eastwood et les rues embrumées de San Francisco se cache un trésor de secrets que la plupart des fans n'ont jamais entendu. Aujourd'hui, on plonge dans 21 faits bizarres sur Dirty Harry. Des castings catastrophes aux menaces de mort en passant par l'inspiration d'un vrai tueur en série et des significations cachées que vous avez complètement loupées. Et restez jusqu'au bonus final, il risque de vous scotcher aussi fort que le Magnum 44 de Harry. Alors prenez votre badge et préparez-vous, parce qu'au Club Rebobine, on déterre toujours les détails les plus crades. Numéro 1, le film avait un autre titre. Avant de s'appeler Dirty Harry, ce projet s'appelait Dead Right. Le scénario original de Harry Julian Fink et sa femme Rita se déroulait non pas à San Francisco, mais à New York. L'histoire suivait un détective vieillissant dans la fin de la cinquantaine et le climax ne montrait même pas Harry abattre le tueur. Un tireur d'élite de la police s'en chargeait. Un autre brouillon plaçait l'action à Seattle. Le script subit 4 réécritures majeures qui transforment complètement l'histoire. Une version se terminait même par Harry qui pointe son arme sur sa propre tête pendant le braquage de banque. Eh bien, pour être honnête, avec toute cette excitation, j'ai un peu perdu le compte moi-même. Je sais à quoi tu penses. Tu te demandes si j'ai tiré 6 coups ou 5. Eastwood et Siegel trouvent ça trop extrême. Il faut des années de développement avant que le thriller de San Francisco qu'on connaît émerge enfin du chaos. Numéro 2, Frank Sinatra devait être Dirty Harry. Un fait qui change tout ce que vous croyez savoir sur ce film. Frank Sinatra était le premier choix du studio pour Harry Callahan. À 55 ans, Old Blue Eyes collait parfaitement au profil original du personnage, un vieux détective usé en fin de cinquantaine. Mais le destin en décide autrement. Sinatra s'était blessé à la main des années plus tôt pendant le tournage de The Manchurian Candidate et il ne pouvait tout simplement pas manier confortablement l'énorme Smith & Wesson modèle 29. De plus, son père venait de mourir et Sinatra voulait des projets plus légers. Cette blessure qui semblait anodine change l'histoire du cinéma. Quand cette porte se ferme pour Sinatra, elle s'ouvre sur le rôle le plus iconique de toute la carrière de Clint Eastwood. Numéro 3, une parade de légende l'a refusé. John Wayne a insisté pour l'avoir, mais le studio le trouve trop vieux pour les exigences physiques. Burt Lancaster refuse parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il perçoit comme la politique de droite du film. Paul Newman décline pour les mêmes raisons. Mais voici le retournement qui change tout. Avant de partir complètement, Newman donne un conseil crucial aux producteurs. Caster Clint Eastwood. Robert Mitchum appelle ça « un film que je ne ferai pas pour aucun argent ». Steve McQueen refuse parce qu'il ne veut pas refaire un film de flic après Bullitt. George C. Scott passe aussi citant la violence excessive du script. Parfois, le casting parfait ne n'est que des refus. Numéro 4, un héros de guerre a failli jouer le méchant. Le réalisateur Don Siegel avait une vision audacieuse et choquante pour le casting du tueur Scorpio. Il voulait Audie Murphy, le soldat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale et une vraie star hollywoodienne connue pour ses rôles de héros propres sur eux dans les westerns. Siegel pensait que l'ironie délicieuse d'avoir un héros national jouer un psychopathe tueur choquerait le public jusqu'à la moelle. Le contraste entre l'image héroïque de Murphy et la dépravation de Scorpio créerait quelque chose d'inoubliable. Tragiquement, Murphy meurt dans un crash d'avion le 28 mai 1971, juste avant le début du tournage, avant même de donner sa réponse définitive. Le rôle revient finalement à un acteur de théâtre inconnu, Andrew Robinson, que Siegel décrit comme ayant le visage d'un enfant de cœur. Numéro 5, la transformation terrifiante d'Andrew Robinson. Cet acteur inconnu, Andrew Robinson, livre une performance si convaincante qu'elle manque de détruire sa carrière. Après la sortie du film, Robinson reçoit de vraies menaces de mort et doit prendre un numéro sur liste rouge. Le public n'arrive pas à séparer l'acteur du monstre. Le rôle le typecaste pour des années. Les producteurs ont peur de l'embaucher pour des rôles sympathiques. Voici l'ironie fascinante. Dans la vraie vie, Robinson est pacifiste et déteste les armes à feu. Au début du tournage, il sourcetait tellement à chaque coup de feu que Siegel arrête la production et l'envoie en formation professionnelle au maniement d'armes. Robinson invente aussi une backstory élaborée en imaginant Scorpio comme un vétéran traumatisé du Vietnam. Cet enfant de cœur apprend à devenir le tueur le plus glaçant du cinéma. Si ces secrets de tournage vous plaisent, faites-moi plaisir, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi, les faits deviennent encore plus dingues à partir d'ici. Numéro 6, le signe Peace du méchant avait une signification sombre. Regardez bien Scorpio tout au long du film. Il porte une boucle de ceinture avec un symbole Peace. Ce n'était pas un choix vestimentaire aléatoire, c'était une déclaration calculée de Don Siegel. Il l'explique plus tard dans des interviews.
Ça nous rappelle que peu importe à quel point une personne est vicieuse, quand elle se regarde dans le miroir, elle reste aveugle à ce qu'elle est vraiment. Ce peace symbol tordu devient une métaphore visuelle puissante pour le manque de conscience de soi du personnage, un tueur dérangé qui se voit probablement comme toute autre chose. Avec son look hippie négligé, le symbole peace suggère que le mal peut se cacher derrière n'importe quelle idéologie. C'est le genre de détail subtil qui récompense les spectateurs attentifs même des décennies plus tard. Numéro 7, l'adlib culte qui a fait rire tout le monde. L'une des répliques les plus mémorables du film n'était pas dans le script. Quand Harry coince finalement Scorpio au pied de la croix du mont Davidson et sort son énorme revolver, la réaction de Robinson « Ma, c'est un gros celui-là » est complètement improvisée sur le moment. Le double sens évident était si inattendu et si bien placé que toute l'équipe éclate de rire incontrôlable, littéralement roulant par terre. Ils doivent refilmer toute la scène parce que les rires ont ruiné la prise. Mais Don Siegel adore tellement la réplique improvisée qu'il insiste pour la garder dans la version finale. Ça ajoute un moment d'humour noir dérangeant qui rend Scorpio encore plus flippant. Parfois, les meilleurs moments du cinéma sont ceux que personne n'avait prévus. Numéro 8, Clint Eastwood fait ses débuts secrets de réalisateur ici. La plupart des fans l'ignorent, mais Dirty Harry offre à Eastwood sa première expérience de réalisation d'un long métrage majeur sans crédit. Pendant le tournage de la scène du suicidaire à California Hall, sur Polk Street, Don Siegel tombe malade avec la grippe et ne peut plus travailler. Plutôt que d'arrêter la production et perdre du temps et de l'argent, Eastwood prend les commandes et réalise toute la séquence lui-même. 6 nuits étaient prévues, il boucle en une seule. La scène se passe en grande partie dans la nacelle d'une échelle de pompiers avec un minimum d'équipe, ce qui facilite logistiquement qu'ils prennent le contrôle. Son vrai premier film réalisé, Play Misty for Me, sort quelques semaines avant Dirty Harry. Mais ce travail non crédité est en secret le vrai début de sa légende de réalisateur. Numéro 9, le 44 Magnum n'était pas vraiment le plus puissant du monde. La réplique célèbre de Harry sur son Smith & Wesson, le plus puissant revolver du monde, fait un carton au cinéma. Mais ce n'était pas tout à fait exact. Même en 1971, la cartouche 454 Capsule existait déjà et délivrait environ 2 fois l'énergie du 44 Magnum avec beaucoup plus de recul. Cependant, les revolvers chambrés pour elle n'entrent en production commerciale qu'en 1983. Donc techniquement, Harry avait raison pour son époque précise en ce qui concerne les armes largement disponibles et vendues au grand public. Le scénariste John Milius, passionné d'armes et membre du conseil de la NRA, connaissait la vérité technique, mais comprenait l'essentiel. La réplique sonne incroyablement à l'écran et c'est tout ce qui compte pour le film. Numéro 10, l'arme qui a sauvé Smith & Wesson. Avant Dirty Harry, le Smith & Wesson modèle 29 était un échec commercial. Malgré l'amour des passionnés d'armes comme le légendaire rédacteur Elmer Keith, les ventes générales étaient molles depuis des années. La compagnie avait arrêté la production régulière et ne fabriquait plus que de petites séries quand les stocks s'épuisaient. Puis arrive décembre 1971, Clint Eastwood balance son monologue légendaire sur le plus puissant revolver du monde et tout change du jour au lendemain. La demande explose si fort que Smith & Wesson n'arrive plus à suivre les commandes pendant des années. Les armureries voient des files d'attente à chaque nouvelle livraison. La légende dit que chaque rediffusion marathon de Dirty Harry à la télé faisait bondir les ventes le lendemain. Un seul speech de film sauve toute une gamme de produits. Numéro 11, la scène du braquage n'a pas été tournée à San Francisco. Un secret qui surprendra même les fans hardcore. Presque toutes les scènes de Dirty Harry sont tournées sur place à San Francisco, sauf une séquence cruciale. Le braquage de banque iconique, où Harry balance son « Do I Feel Lucky » en croquant son hot dog, est filmé sur le backlot des studios Universal à Los Angeles. Pourquoi ce changement ? Les crashs de voitures, les explosions et les fusillades massives sont plus faciles et plus sûrs à gérer sur un plateau contrôlé que de bloquer de vraies rues de San Francisco. La prod construit des façades convaincantes de rues de San Francisco avec de faux rails de cable car et des devantures d'époque. Mais Eastwood glisse un malin easter egg pour les spectateurs attentifs. Numéro 12, l'easter egg du cinéma caché. Pendant cette scène de braquage tournée à Los Angeles, regardez bien la marquise du cinéma en arrière-plan. Elle annonce « Play Misty for Me », le premier film réalisé de Clint Eastwood qui passait justement en salle au moment du tournage de Dirty Harry. Dans le monde fictif du film, Clint Eastwood existe donc comme star de cinéma, avec ses propres films qui passent en ville. C'est une blague interne délicieusement joueuse que la plupart du public rate complètement à la sortie. Les décorateurs l'ont ajouté à la demande express d'Eastwood. Cet easter egg est caché en pleine vue depuis plus de 50 ans, attendant que les fans aiguisés le repèrent au revisionnage. On arrive aux faits les plus fous maintenant.
Si ce n'est pas déjà fait, commentez ci-dessous quel moment de Dirty Harry vous donne encore des frissons. Je lis tous les messages. Numéro 13, vrai lieu, vrai bureau du maire. La production obtient un accès remarquable au vrai monument de San Francisco, ce qui donne au film une authenticité que les décors de studio ne pourraient jamais égaler. Les scènes dans le bureau du maire sont tournées dans le vrai bureau du maire à la mairie de San Francisco. La ville de San Francisco ne paye pas les criminels. Tournée pendant un week-end de Memorial Day de 3 jours quand le bâtiment est vide, la piscine sur le toit de la scène d'ouverture glaçante appartient au Holiday Inn de Chinatown. Les intérieurs du commissariat sont filmés dans le bâtiment PGENJ et Kezar Stadium, où Harry affronte Scorpio sur le terrain de football, est choisi après que Eastwood et Siegel assistent à un match des 49ers là-bas. En voyant le stade vide la nuit, Siegel pense que ce cadre amphithéâtre sinistre serait parfait pour l'une des confrontations les plus tendues du cinéma. Numéro 14, Clint Eastwood saute vraiment sur ce bus. La cascade à couper le souffle où Harry saute d'un pont ferroviaire sur le toit d'un bus scolaire en marche n'est pas faite par un cascadeur pro. C'est bien Clint Eastwood lui-même qui l'a fait. Son visage est clairement visible tout au long du plan pendant le jeu dangereux. La star de 41 ans insiste pour le faire malgré le risque évident et les objections de l'équipe assurance. Pas de filet de sécurité caché, pas d'effet numérique ajouté après, juste un acteur totalement engagé dans l'authenticité qui risque une grave blessure pour une seule prise. Quand vous regardez cette séquence aujourd'hui, vous voyez un vrai moment de risque physique. C'est le genre de cinéma old school pratique qui n'existe plus à l'ère digitale. Numéro 15, le tueur Scorpio était inspiré d'un vrai monstre. Scorpio n'est pas inventé de toutes pièces par les scénaristes. Le personnage est directement inspiré du Zodiac Killer, un tueur série non identifié qui terrorise la baie de San Francisco à la fin des années 60 et n'a jamais été attrapé. Comme Scorpio, le vrai Zodiac envoie des lettres moqueuses à la police et aux médias avec des cryptogrammes et des menaces terrifiantes. Dans un message particulièrement glaçant, le vrai tueur menace de détourner un bus scolaire plein d'enfants. Une menace qui devient la séquence finale du film. Les spectateurs de San Francisco en 1971 ne regardaient pas juste un méchant fictif. Ils voyaient une version romancée du monstre qui hantait leur ville quelques années plus tôt et restait terrifiant en liberté. L'horreur était douloureusement réelle. Numéro 16, Harry Callahan était aussi inspiré d'un vrai détective. Ce n'est pas seulement le méchant qui avait une base réelle. Harry Callahan est vaguement basé sur Dave Toschi, l'investigateur principal de l'affaire Zodiac, devenu célèbre à San Francisco pour son dévouement incabattable et son style personnel distinctif. Toschi est connu pour son éthique de travail infatigable, sa frustration croissante face aux obstacles bureaucratiques qui entravent son investigation et une affaire insoluble malgré tous ses efforts pendant des années. Les scénaristes étudient soigneusement ses méthodes et sa personnalité pour créer Harry. Des années plus tard, Mark Ruffalo incarnera Toschi de façon mémorable dans Zodiac de David Fincher. Le lien entre la fiction de Dirty Harry et la réalité terrifiante de San Francisco va bien plus profond que la plupart des spectateurs ne l'imaginent. Numéro 17, Terrence Malick a écrit une version refusée. Avant de devenir l'un des auteurs les plus célébrés et philosophiques du cinéma, avec des chefs-d'œuvre comme La Balade sauvage, Les Moissons du ciel et The Tree of Life, un jeune Terrence Malick tente une version du script de Dirty Harry. Sa version non conventionnelle transforme Scorpio en un vigilante qui cible spécifiquement des criminels riches échappant à la justice grâce à des failles légales et des avocats coûteux. Don Siegel lit le brouillon et le déteste complètement, sentant que ça rate totalement le point du film. Mais Clint Eastwood se souvient de l'idée intéressante de Malick et la garde dans un coin. Des années plus tard, ces idées refusées deviennent la base créative du premier sequel, Magnum Force, qui explore le concept troublant de flics vigilantés qui assassinent des criminels. Même les scripts refusés peuvent renaître de façon surprenante. Numéro 18. Le lancer de badge a failli ne pas exister. L'image finale glaçante Harry qui jette son badge dans l'eau après avoir tué Scorpio manque de ne jamais arriver à l'écran. Eastwood est profondément mal à l'aise avec la scène, craignant vraiment que le public pense que Harry quitte définitivement la police. Siegel défend avec passion que ça représente la frustration profonde de Harry face à un système brisé qui protège les tueurs par des vices de procédure. Il trouve un compromis, Harry commence à jeter le badge, hésite et le remet en poche. Mais le jour du tournage, Eastwood change d'avis et s'engage pleinement dans la fin puissante originale. Ce moment devient un hommage délibéré au western classique High Noon, où Gary Cooper jette aussi son badge en dégoût total du système.
Numéro 19, la BO qui invente l'acid jazz. Le compositeur Lalo Schifrin, tout frais de son travail légendaire sur Mission Impossible et Bullitt, crée une bande-son vraiment en avance de plusieurs décennies. Il fusionne brillamment musique classique, jazz psychédélique et voix de soprano sans parole en quelque chose que les critiques musicaux qualifieront plus tard d'acid jazz 25 ans avant que le genre existe officiellement. La partition innovante rend Harry incroyablement cool, avec des basses électriques propulsives et des rythmes nerveux qui électrisent même les scènes simples. La voix de soprano glaçante qui accompagne les scènes de Scorpio donne encore des frissons aujourd'hui. Incroyablement, la BO complète ne sort en album qu'en 2004, plus de 30 ans après la sortie en salle. Pendant 3 décennies, le chef-d'œuvre complet de Schifrin n'existe qu'en extrait sur des compilations obscures, ce qui en fait l'une des bandes-sons les plus recherchées par les collectionneurs sérieux. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Il reste un fait et croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce bonus. Numéro 20, le film déclenche une énorme controverse. À sa sortie, en décembre 1971, Dirty Harry déclenche une tempête de controverses qui dure des années. La critique influente Pauline Kael du New Yorker le qualifie de film profondément immoral et l'accuse de promouvoir des valeurs fascistes contre les protections légales libérales. Des militantes féministes manifestent dehors avec des pancartes « Dirty Harry est un sale porc ». Des débats enflammés s'enflamment sur le fait que le film glorifie la brutalité policière ou montre honnêtement les frustrations des forces de l'ordre. Mais Don Siegel reste totalement imperturbable. Il révèle quelque chose d'intéressant « Je suis libéral, je penche à gauche. Clint est conservateur, il penche à droite. À aucun moment pendant la fabrication du film, nous n'avons parlé politique. Le débat sur la vraie signification de ce film continue encore aujourd'hui. » Numéro 21, bonus, la gifle entendue dans le monde entier. Et maintenant le bonus que je gardais pour la fin. Souvenez-vous de la scène glaçante dans le bus détourné où Scorpio gifle violemment un enfant terrifié. Cette main que vous voyez frapper le jeune acteur n'appartient pas du tout à Andrew Robinson. C'est celle du réalisateur Don Siegel en personne qui intervient pour donner la gifle devant la caméra. Mais voici ce qui rend la chose encore plus surréaliste et dérangeante. L'enfant giflé est le vrai beau-fils de Andrew Robinson dans la vie, Steve Zack, qui avait un petit rôle dans le film. Une affaire familiale bizarre de la façon la plus inconfortable imaginable, créant l'un des moments les plus réellement troublants du film par une collaboration que personne n'aurait pu prévoir ni imaginer. Dirty Harry n'a pas juste changé le cinéma d'action, il a redéfini ce qu'un héros de film pouvait être, imparfait, furieux et opérant dans des zones morales grises qui font questionner le public sur tout ce qui touche à la justice. Ce Magnum 44 résonne encore dans Hollywood. En 2012, la Bibliothèque de Congrès sélectionne Dirty Harry pour préservation au registre national du film. Pas mal pour un film qui a failli avoir Frank Sinatra en vedette. Commentez votre moment favori de Dirty Harry et dites-moi quel classique on couvre next. Likez, abonnez-vous et rejoignez le club, parce qu'au club Ribobine, on ne regarde pas juste les films,